Chéric Balé, bonjour et merci d'accepter cette interview avec PI Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Tal, tout le plaisir est pour moi. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes engagée depuis 2006 dans la société civile et vous êtes l'une de ses plus grandes figures. Mais justement, comment vous définissez la société civile en Côte d'Ivoire? D'abord, je suis engagée depuis 2004 en qualité de syndicaliste. La société civile, elle a plusieurs paliers. D'abord, tous les citoyens sont en principe membres de la société civile. Mais après, on fait des choix partisans ou pas. Et en général, est définie comme société civile toutes les organisations non gouvernementales qui luttent pour des intérêts individuels ou collectifs. Mais justement, pour certains, la société civile en Côte d'Ivoire est sous perfusion, alors que pour d'autres, elle est carrément un corps étranger à la vie publique ivoirienne. Quel est selon vous son état actuel? Bon, moi je pense personnellement que la société civile est très dynamique. Tout dépend de si on connaît ou pas le rôle de la société civile, parce qu'en principe, la société civile est un arbitre dans le jeu politique. C'est cela. Voilà, il n'est pas partisan, il fait la part des choses, il salue ce qui est à saluer, il dénonce. Elle dénonce plutôt ce qui est à dénoncer. Et donc, pour moi, la société civile en Côte d'Ivoire est active parce que je suis active et je vois aussi certains confrères qui font leur part. Oui. Mais nombreux de ces acteurs, justement, de cette société civile ont fait de la transhumance politique et certains utilisent souvent le nom de la société civile pour servir des intérêts propres. Comment vous expliquez cela? On ne peut pas empêcher les uns et les autres d'avoir leurs ambitions. Mais comme je l'ai dit tantôt, le rôle de la société civile, c'est de veiller sur la bonne gouvernance. Nous sommes dans le jeu politique, mais nous ne visons pas le pouvoir comme le feraient les politiciens purs. Voilà, donc que certains utilisent la société civile comme tremplin, bon, c'est leur choix, mais en principe, nous sommes là pour veiller à ce que tous les principes, les lois soient respectés dans notre société. Mais parlons justement de cette impartialité. Vous vous réclamez être de la société civile qui est impartiale et qui joue un rôle d'arbitre. Pourtant, on constate votre militantisme auprès des partis de l'opposition, notamment lors de la désobéissance civile en 2020, lancée par les partis politiques contre la candidature du président Alassane Ouattara. Et il n'y a pas longtemps aussi, vous avez été proche de M. Blé Goudé. Vous étiez à la fête de la Renaissance du PPACI le 6 avril dernier en compagnie de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que dans votre lutte citoyenne, vous n'êtes pas téléguidé par l'opposition ivoirienne? Ce sont des préjugés que les gens ont parce que beaucoup ne connaissent pas le rôle. On en parlait tout à l'heure. Au-delà d'être des arbitres, nous avons pour mission aussi de prendre des positions. C'est pour cela qu'on parle d'impartialité et non de neutralité. Voilà, parce que dans un contexte comme le nôtre, quand vous êtes neutre, vous êtes simplement un lâche. Maintenant, quand on est impartial, on prend des positions. Et dans un contexte de dictature, parce que j'ai toujours dit que nous ne sommes pas dans un état de droit, dans un contexte de dictature, les positions de la société civile engagée que nous sommes se rapprochent naturellement des positions de l'opposition. Du coup, on trouve qu'on est de connivence, ce qui n'est pas vrai. Pour revenir à la désobéissance civile, quand la désobéissance civile démarrait, moi j'étais en prison. Oui. Donc je n'ai pas participé à la désobéissance civile, je ne suis pas actrice de la désobéissance civile. Bien au contraire, nous avons été, nous, société civile, les premiers à lancer le non contre le troisième mandat. En août 2020, c'est nous qui avons pris l'initiative de dire non au troisième mandat quand des chefs traditionnels, des cadres du RHDP et d'autres personnes encourageaient le président à faire un troisième mandat. Nous nous sommes levés pour dire non. Et donc nous avons pris l'initiative de mener la première contestation. Voilà, c'est après mon emprisonnement que l'opposition a conçu la désobéissance civile. Donc parfois on fait un amalgame, mais moi je ne suis pas actrice de la désobéissance civile. On ne vous utilise pas justement comme instrument pour légitimer les luttes sociales des partis de l'opposition?
Pas du tout. Nous, on est tout à fait indépendants. On nous a taxé, la preuve. Les gens ne savent même pas où nous situer parce que nous, on travaille pour les Ivoiriens, donc on parle avec tous les Ivoiriens. Quand c'est nécessaire, on va vers le RHDP. Il y a eu un moment où on nous a taxé d'être soroïstes. Par moment, on dit on est gore. Aujourd'hui, avant-hier, je suis allé saluer le ministre Blé Goudé, ça ne devait pas être un problème. Le 28 mars dernier. Voilà, donc moi je pense que les gens ne savent pas faire la part des choses malheureusement. Nous ne sommes ni des adversaires, ni des ennemis des politiques. Nous travaillons tous sur la même matière, les intérêts du peuple, mais avec des arguments et des méthodes différentes, c'est tout. Mais on le constate, mais de toutes vos luttes sociales, les combats sociopolitiques ont été des plus difficiles. Elles vous ont valu des arrestations et des incarcérations fermes, surtout entre février et août 2023, pour des raisons que nous connaissons. Comment avez-vous vécu le temps de cette incarcération? Bon, on va dire de ces incarcérations. D'une façon générale, j'ai vécu mes incarcérations comme un temps de réflexion, mais aussi de formation. Voilà, parce que quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez avec un peu plus de recul toute la scène politique, ça vous permet de faire un bilan et puis de déterminer comment vous allez faire pour revenir en force. Voilà, donc pour moi, ça a été juste des retraites et rien d'autre. Vous ne pensez pas que ça a été peut-être une erreur militante? Non, pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais. Pas du tout. Ou encore un acharnement politique? Oui, c'est un acharnement politique parce que, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas dans un état de droit. Voilà un état où, dans notre constitution, les manifestations pacifiques sont autorisées et ce même état se permet de prendre dans le code pénal des dispositions anticonstitutionnelles qui veulent soumettre les manifestations à autorisation. Donc, quand vous décidez de manifester, que le préfet d'Abidjan ou une autre autorité vous l'interdit, c'est grave. C'est grave, c'est pas normal. Par contre, quand ce sont des militants du RHDP ou bien des personnes qui veulent manifester pour une question qui est dans l'intérêt du pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais parlons d'état de droit et de démocratie. Vous avez été comme nous témoins de l'histoire lors de l'avènement de la Troisième République en Côte d'Ivoire et de la Constitution de 2016 que vous critiquez sur certains aspects au niveau du législatif et de l'exécutif. Mais ne pensez-vous pas qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale, on a plutôt un problème d'application des textes et non un problème de texte en lui-même? Oui, c'est sûr qu'on a un problème d'application des textes et cela sur tous les plans d'ailleurs. Hein. Au niveau politique, on prend de bonnes résolutions, on ne les applique pas. Je parlais tout à l'heure des libertés publiques qui ne sont pas respectées, mais même de façon sectorielle, dans tous les secteurs d'activité, il y a de très bons textes qui sont pris, mais on a un problème d'application. Et c'est ce qui fait tous les problèmes que nous rencontrons, même avec les déguerpis. Si on respectait la Constitution, il n'y aurait pas de déguerpissement abusif. Donc on a effectivement beaucoup plus un problème d'application des textes qu'autre chose. Vous êtes à la tête depuis quelque temps de la coalition des victimes et menacées de déguerpissement en Côte d'Ivoire. Par rapport donc à l'actualité récente, qu'est-ce que vous reprochez justement au gouvernement actuel? En ce qui concerne les déguerpissements, c'est très grave parce que le gouvernement, dans ses attributions, lutte contre la pauvreté. Et c'est ce même gouvernement qui décide d'éradiquer les quartiers précaires et les zones à risque sans y mettre le respect des textes. Sinon, ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir assainir l'environnement, mais en même temps, ce sont des personnes qui habitent là-bas et ces fameuses zones qui sont traitées de quartiers précaires ont été loties. Il y a des personnes qui détiennent des ACD là-bas, ce qui veut dire que l'information même que le gouvernement donne n'est pas juste. Ça, c'est la première chose. Ce ne sont pas des quartiers précaires, puisque là-bas, il y a des personnes qui disposent, qui sont détenteurs de titres fonciers. La deuxième chose, c'est la manière. La moindre des choses, quand on veut procéder à un déguerpissement, c'est d'informer les populations de cela et de s'entendre avec elles sur le mode opératoire. Le problème avec ces déguerpissements abusifs, c'est qu'on surprend ces populations. Donc, au-delà même de détruire les habitations, les commerces et tout, on détruit les maisons avec les effets personnels de ces personnes.
et on les jette à la rue sans mesure d'accompagnement. Et c'est après les différentes contestations, les mois qu'a suscité la destruction de l'école Cha-Hélène, que finalement, le 13 mars, le gouvernement prend des mesures. Mais elle a pris des mesures pour prendre des mesures. Parce que premièrement, la fameuse cellule logée à la primature, qui doit désormais gérer les déguerpissements, ne communique pas. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quel est réellement son rôle, comment elle travaille. Elle n'a jamais contacté les déguerpis pour quoi que ce soit. Ensuite, les mesures qui ont été prises ne sont pas satisfaisantes. Vous les avez jugées insuffisantes il y a oui, quelques temps. Totalement. Elles ne sont pas satisfaisantes parce qu'avec 250 000, on ne peut pas prendre de maison ailleurs que dans un quartier précaire. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de prendre une maison. Puisqu'en plus de détruire des maisons, ils ont détruit les biens personnels de toutes ces personnes. Ils ont stoppé des scolarités. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment réinsérer tous ces élèves-là dans le tissu scolaire et c'est comme si on était en train de préparer la délinquance. Du coup, les déguerpis sont très mal servis à travers ces mesures-là parce que toutes les mesures, si on veut les énumérer, on risque de perdre beaucoup de temps. C'est cela. Mais aucune de ces mesures n'est adaptée. Il y a aussi le fait de ne pas recenser avant de déguerpir ouvre la porte à toutes les fraudes. Parce que depuis le 28 mars, ils ont commencé à payer les fameuses primes d'indemnité de relogement de 250 000 à GESCO. Il se trouve que plusieurs personnes qui ne sont même pas des victimes sont en train de toucher cet argent alors qu'il y a des victimes qui sont laissées pour compte, tout simplement parce que les listes ne sont pas fiables. Elles ne sont même pas affichées pour que même les déguerpis sachent si elles sont fiables ou pas. Mais ils voient des personnes qui ne font pas partie de leur groupe, qui sont servis et ils savent qu'entre eux-mêmes aussi, il y a des gens qui ne sont pas servis. Du coup, c'est la porte ouverte aux fraudes et donc nous pensons vraiment que le gouvernement gagnerait à se ressaisir en arrêtant avec cette façon de faire. Donc, selon vous, l'État peut assainir en y mettant la forme et bien le sûr, fond. bien Mais sûr. Quelles sont vos approches de solution pour les déguerpis? Non, c'est pas compliqué. Il s'agit d'abord même d'arrêter de déguerpir sans recenser. Maintenant, s'ils pensent que véritablement ces quartiers-là doivent être déguerpis ou du moins ces emprises-là doivent être libérées, il suffit tout simplement de communiquer avec les populations, les recenser, les indemniser avant de les faire partie et puis prendre possession du site parce qu'on détruit complètement des familles et des scolarités. Et voilà. Et donc ça, c'est depuis les lois internationales jusqu'au décret d'expropriation pour cause publique en passant par la Constitution qu'il y a toutes les dispositions réglementaires pour que cela se fasse dans les normes. Donc c'est tout simplement un problème de non-respect de nos textes. Très bien. Vous êtes aussi à la tête de l'alternative citoyenne ivoirienne et vous êtes l'une des membres les plus connus. Mais quel est l'apport en matière de formation citoyenne aux Ivoiriens à travers l'alternative citoyenne ivoirienne? Oh, nous faisons beaucoup de choses. Quand on a commencé en 2019, on avait fait une campagne sur les valeurs démocratiques et citoyennes. On allait dans les quartiers pour former les jeunes, les femmes. Mais tout ça aussi, c'est une question de moyens. Nous, on fonctionne sans subvention. C'est cela. On a instauré aussi les mardis de Pulchéri Ballet pour parler de l'actualité, mais sur aussi attirer l'attention aussi du grand public sur certaines valeurs qui sont importantes. Il y a aussi nos focus que nous faisons pour rendre compte de tout ce qui se passe. On en profite aussi pour sensibiliser. Mais on a l'intention à partir du mois de mai, à partir de la mi-mai, d'investir vraiment le terrain pour aller vers les populations afin de les enseigner sur les critères, d'abord même le système électoral, les critères de choix d'un candidat pour éviter les achats de conscience au moment des élections. C'est cela. Pulchéri Ballet, sur certains sujets d'intérêt public, vos positions ne sont pas connues, au rang desquelles le féminisme, car vous le savez, plusieurs femmes militent pour l'égalité entre l'homme et la femme et luttent contre les discriminations et le sexisme en Côte d'Ivoire. On a envie de savoir, est-ce que Pulchéri Ballet n'est pas une féministe discrète par hasard? Oh, je dirais oui et non. En fait, je suis pour le fait qu'on lutte contre les discriminations faites aux femmes. Je suis pour la promotion
des femmes si elles en ont les compétences, pas promotion pour promotion. Donc vous êtes contre la discrimination positive des femmes? Oui, il faut former les femmes. Parce que cette affaire de discrimination positive, là, ça ouvre la porte à l'incompétence. Voilà, il faut former les femmes pour mettre les femmes là où elles le méritent. Voilà. Et puis, il faut encourager aussi le leadership féminin. Oui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des compétences, mais qui n'osent pas. Exactement. Voilà. Donc, du point de vue de la promotion des femmes, de la lutte contre les discriminations faites aux femmes, je suis tout à fait d'accord. Mais pour l'égalité, j'estime que cela doit se faire au niveau socio-professionnel. Au niveau du couple, je ne suis pas d'accord pour l'égalité. Donc, vous ne ferez pas 50-50 avec votre époux, par exemple? Non, c'est pas... Nous, en tout cas, on a des valeurs spirituelles qui ne nous permettent pas de dénaturer les choses. L'homme est l'homme, il a sa place, il a le respect qu'on lui doit. La femme aussi, et la femme, elle a sa place et le respect aussi qu'on lui doit. Mais parler d'égalité entre la femme et l'homme, c'est même pas possible parce que déjà, même physiquement, nous sommes différents. En tout cas, une femme normale n'a pas la même force qu'un homme. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir accès aux emplois qui nécessitent la force physique. Déjà, à partir de ce moment-là, nous sommes déjà différentes plutôt des hommes. Maintenant, dans le couple, c'est l'homme qui est le chef. Ce que moi je dis, c'est qu'il faut faire la différence entre le chef et le patron. Parce que le chef, c'est quelqu'un qui coordonne, donc qui fait en sorte que chaque membre de la famille se sente épanoui, s'exprime dans le respect évidemment les uns des autres. Mais le patron, lui, il est dirigiste, il ne tient pas compte de ce que les autres pensent. Mais je ne suis pas pour l'égalité dans le couple. Très bien. Avant la préparation de cette interview, vous vous êtes confié en disant qu'il y a encore quelques années, vous vous sentiez très éloigné du panafricanisme. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui de vous une véritable panafricaniste ivoirienne et affirmée? Il y a eu plusieurs choses. D'abord, la crise que nous avons connue en 2010. Nous, on était à Abidjan. On a vu un peu comment les forces internationales s'en sont prises aux populations ivoiriennes. Et ça nous a permis de comprendre que le rapport des forces entre les États et on va dire, l'Occident en général ne sont pas équilibrés. Et ça nous a permis de voir à quel point dans notre pays, on ne pouvait pas décider pour nous-mêmes. Ça déjà, ça a été le premier déclic de la prise de conscience. Vous pensez que la Côte d'Ivoire ne possède pas sa souveraineté pleine? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ensuite, quand j'ai effectué mon voyage au Mali et que je suis revenue, la façon dont j'ai été traitée et le soutien que j'ai eu des panafricains m'a permis encore de prendre encore plus conscience de la nécessité d'être solidaire entre Africains pour aller contre ce système-là qui veut nous maintenir dans l'assujettissement. Et donc, c'est surtout à partir de mon arrestation que le déclic s'est produit. Vous êtes donc pleinement une panafricaine oui, aujourd'hui? Pleinement, et je soutiens tout ce que l'AES fait actuellement. Très bien. Dernière question, Madame Balé. On a plus d'un an et demi des élections présidentielles de 2025. Quel est votre regard sur les tendances politiques actuelles? Je pense que, comme d'habitude, les gens perdent leur temps sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Comme l'âge des candidats, comme certaines questions liées aux alliances entre les uns et les autres. Moi, en tant que société civile, je pense que c'est l'exclusion qui a été le prétexte de la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, il faut éviter d'exclure quel candidat que ce soit. On doit permettre à tous ceux qui veulent se présenter de se présenter. C'est à nous, le peuple, de choisir. Mais ce sur quoi nous devons nous appesantir pour garantir qu'il y ait des élections transparentes et apaisées en 2025, c'est deux choses. La première, c'est les organes qui organisent les élections. À partir du moment où toutes nos crises depuis plusieurs décennies ont été électorales, on a un problème avec notre CEI. Il faut que la CEI soit réformée. Il faut que le Conseil constitutionnel soit réformé. Et il faut que dès maintenant, le calendrier électoral jusqu'aux élections d'octobre soit consensuel. Il
faut organiser ça de façon inclusive. Là, récemment, la CEI a annoncé qu'il y aurait une mise à jour de la cartographie électorale tout le long du mois d'avril. Est-ce que l'opposition a été consultée? Est-ce que la société civile a été impliquée? Non. Donc, il faut que vraiment la CEI, si c'est celle-là qui doit rester, se ressaisisse, dresse un calendrier de toutes les étapes du processus, le discute avec l'opposition et que ce soit quelque chose de consensuel qui soit appliqué pour qu'il n'y ait pas de contestation et qu'on y aille tranquillement. Maintenant, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès de la population. Exactement. Il y a des gens qui attendent encore la gratuité de la carte d'identité. Moi, je trouve que ce n'est pas normal parce que la carte d'identité, là, c'est un document administratif que tout citoyen devrait posséder. Quelqu'un ne va pas attendre que ce soit le politique qui vienne de lui offrir. Chacun doit avoir sa carte d'identité, chacun doit s'inscrire sur la liste électorale et on espère qu'on aura 2 révisions de la liste électorale parce que normalement, selon l'article 6 du code électoral, c'est annuel. C'est cela. Il faut qu'il y ait la révision de 2024 et celle de 2025. Et il faut que toutes ces dates-là soient sues d'avance pour qu'on commence la sensibilisation afin que véritablement tous ceux qui doivent voter puissent le faire, quoi. Pulchérie Balé, merci beaucoup pour votre Merci franchise à vous et d'avoir aussi. répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce numéro du Vrai Dialogue. Partagez, commentez et surtout à très bientôt.